Le régime LMNP est-il bientôt terminé? Vais-je pouvoir continuer à déduire ma TVA? Comment choisir le bon régime d'exploitation pour mon bien immobilier? Voilà trois questions qui animent beaucoup les investisseurs immobiliers et peut-être particulièrement en ce moment. Et pourquoi ces questions sont déterminantes? Parce que quand on a fait ces simulations dans un tableau Excel et que le modèle tenait et qu'on avait de la rentabilité et que, entre guillemets, tout se passait bien sur le papier, qu'une des hypothèses fiscales change, on peut se retrouver dans un problème avec le couteau sous la gorge finalement parce que l'impôt ayant remplacé le remboursement du crédit, au bout d'un moment, la banque va aussi vouloir en réclamer sa part. Donc pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'interroger Mathieu Le Tacon. Il est avocat associé, responsable du département droit et fiscalité du patrimoine au sein du cabinet Delsol Avocats à Paris. Mathieu, bonjour. Bonjour Lucien. Pour mettre un petit peu l'eau à la bouche de nos auditeurs, je vais parler un petit peu des différents sujets qu'on va aborder dans ce podcast qui, je pense, sont tous plus importants les uns que les autres pour les clients. D'abord, un petit peu de prospective, même si c'est toujours difficile, sur l'avenir de la location meublée, la question de la TVA, de la part à hôtellerie qui préoccupe plus d'un conseil en ce moment, bien sûr l'IFI, parce que c'est un sujet qui en plus va être d'actualité, et on clôturera avec la possibilité de se demander si, comme la location meublée est commerciale, sur le plan fiscal, on pourrait pas bénéficier de certains régimes qui sont réservés aux activités commerciales, comme par exemple le pacte Dutreil ou les reports d'imposition sur les plus-values. Donc je pense que ça fait un beau programme. Avant la première question, je remercie le cabinet Delsol Avocats qui est partenaire de cet épisode. Nous avions déjà enregistré ensemble il y a quelques mois et nous avons souhaité poursuivre les échanges. C'est parti pour l'épisode Retour au direct. Aujourd'hui, les revenus fonciers sont extrêmement lourdement imposés, ce qui fait que beaucoup de contribuables ont envie de passer à la location meublée. Mais peut-être qu'on peut commencer par définir juste ce que c'est la location meublée. Alors c'est vrai que c'est important de repartir de cette définition de la location meublée, puisque la location meublée selon la jurisprudence, selon l'administration, c'est finalement tout simplement la location d'un logement muni du minimum de meubles permettant son occupation immédiate par le locataire. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est effectivement la différence qui est aujourd'hui très importante entre une location foncière, c'est-à-dire un immeuble nu donné en location en direct par un contribuable, qui est imposé, comme on le sait aujourd'hui, potentiellement à plus de 60%, hein, si je suis imposé au taux marginal de l'impôt sur le revenu, plus des prélèvements sociaux à 17,2%, plus pourquoi pas de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à 4%. On est sur des taux d'imposition réellement confiscatoires, osons le mot, d'autant que on sait que en matière de revenus fonciers, les charges déductibles sont assez limitées puisque j'ai évidemment les travaux d'entretien, de rénovation, qui peuvent évidemment être significatifs, mais je n'ai que ça, je n'ai pas l'amortissement. Et après, j'ai évidemment les frais financiers. Et en sens inverse, la location meublée, l'une de ses principales caractéristiques, par opposition au revenu foncier, c'est de pouvoir déduire des charges plus importantes et en premier lieu l'amortissement, puisque finalement, et c'est ça qui explique peut-être par certains côtés le fait que de façon artificielle aujourd'hui un certain nombre de contribuables veulent faire la location meublée, c'est que parce que j'aurai finalement quelques meubles dans l'appartement que je vais donner en location, je vais pouvoir amortir pas simplement les meubles parce que c'est pas ça l'enjeu, mais effectivement la construction elle-même, ce qui mécaniquement, en règle générale, va permettre d'avoir un résultat fiscal proche de zéro ou égal à zéro, et donc finalement j'aurai beaucoup plus facilement la possibilité de pouvoir rembourser mes intérêts et mes annuités d'emprunt, et donc j'ai une rentabilité qui par la fiscalité va être supérieure. Ça plus le fait que la location meublée, c'est une activité qui a été ubérisée depuis ces 10-15 dernières années. Tout le monde aujourd'hui peut faire la location meublée avec
en plus, en règle générale, indépendamment de la fiscalité, une rentabilité qui est souvent supérieure, même s'il faut évidemment tenir compte du coût de ces fameuses plateformes par lesquelles généralement les gens passent pour pouvoir procéder à ce type de location. Mais voilà, il y a une conjonction finalement de facteurs qui font que il y a un engouement pour la location meublée qui génère évidemment des tensions parce que le logement est un sujet politique en France évidemment fort, parce qu'il y a la question sur laquelle on reviendra, j'imagine, en matière notamment de TVA, de la concurrence avec le secteur hôtelier. Et donc tout ça fait que il y a une espèce de bulle et donc une tension sur la location meublée qui fait que on a de plus en plus de contribuables qui font la location meublée et voilà, avec des différences qui sont pas toujours très cohérentes et c'est ce manque de cohérence là qui probablement pose le plus de problèmes avec la location meublée, qui finalement est très compliqué parce que selon les impôts, en fait, vous n'avez pas du tout la même cohérence. Et en fait, c'est souvent schizophrénique. C'est-à-dire que la fiscalité, dans certains cas, va être favorable à la location meublée. Globalement, c'est le cas de l'imposition du revenu, de l'imposition des plus-values de cession. On va en dire un mot juste après. Et puis, dans d'autres cas de figure, au contraire, on va chercher à surfiscaliser ou à essayer de contrecarrer la location meublée, notamment, on en reparlera aussi en matière de, pourquoi pas, d'ISF, d'IFI, de pacte du trait, etc. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué et puis il y a des erreurs aussi à ne pas commettre. L'autre particularité, hein, pour revenir là-dessus, qui explique cet engouement si fort de la location meublée chez finalement les contribuables lambda, hein, c'est-à-dire ceux qui sont pas spécifiquement, je dirais, équipés en termes de conseils et puis de façon générale qui pas forcément des sociétés pour exploiter, c'est le fait que aujourd'hui, et c'est un des points qui est le plus décrié, en fait, lorsque je fais de la location meublée, je peux en régime réel d'imposition. On dira sans doute aussi un mot de la situation devenue abracadabrantesque sur les régimes micro, mais lorsque je suis en régime d'imposition en location meublée, je peux donc amortir, si bien que finalement j'arrive à percevoir des loyers sans être fiscalisé. Globalement, on arrive à ça. Et étonnamment, lorsque un jour je revendrai l'immeuble que j'ai donné en location meublée pendant 5, 10, 15, 20 ou pourquoi pas 30 ans, eh bien, je serai totalement exonéré d'impôt sur la plus-value parce que aujourd'hui, le régime général de la location meublée dite non professionnelle, c'est que je suis imposé selon les plus-values immobilières des particuliers avec les fameux abattements pour durée de détention. Et donc, il n'y a pas de reprise de l'amortissement, puisqu'on a tous en tête que lorsqu'on est un vrai commerçant, entre guillemets, ou lorsqu'on est une société soumise à l'impôt sur les sociétés, l'amortissement, finalement, n'est qu'une sorte de décalage fiscal de trésorerie, parce que je vais amortir mon bien, ça va réduire chaque année mon résultat imposable. Le jour, en revanche, où je vais revendre, eh bien, ma plus-value va être augmentée à raison de l'amortissement cumulé que j'ai pu pratiquer. Ce n'est pas le cas en matière de location meublée, ou quelque part, je peux avoir cette double déduction où finalement, sur mon exploitation, je déduis un amortissement et cet amortissement, finalement, n'est pas repris lors de la plus-value de cession. Donc, ça, c'est un je dirais, un des points qui est assez décrié par tous ceux qui voudraient remettre à plat un peu le régime fiscal de la location meublée. Ouais, c'est vrai que du coup on comprend un petit peu, on comprend l'engouement parce qu'on se dit s'il suffit de mettre une table basse et 3 cuillères dans le tiroir pour bénéficier de tout ça, c'est quand même plutôt sympa quand on peut éviter en plus 60% et plus d'imposition sur des revenus fonciers. Mais il y a aussi d'autres nuances parce que on a vu déjà contre les revenus fonciers et les revenus de location meublée, il y avait une différence, mais aussi d'autres façons d'exploiter, d'autres régimes dont on entend parler de plus en plus, la para-hôtellerie, les locations touristiques par exemple.
Et est-ce que, alors je sais que c'est des régimes qui ont aussi eux toutes leurs particularités, mais est-ce qu'on peut schématiser ces régimes pour permettre à chacun de s'y retrouver et puis ensuite on rentrera peut-être un peu plus dans les détails. Alors, effectivement, il y a différentes façons de donner en location meublée. Et c'est aussi ce qui rend les choses très compliquées, c'est que la location meublée, c'est une activité qui est extrêmement protéiforme parce que on a le contribuable qui va louer épisodiquement son appartement à Paris lorsqu'il n'est pas là sur Airbnb, pour ne pas les citer, et donc il va faire très ponctuellement de la location meublée et généralement profiter d'un régime déclaratif très simple, dit le régime micro-BIC. On va simplement déclarer les recettes et il aura droit à un abattement pour le calcul de l'impôt. Et puis après, il y a effectivement les gens qui vont au contraire être extrêmement structurés et rendre pas simplement une prestation de service de location meublée, mais finalement des prestations annexes, et si bien que on va finalement franchir un cap, mais c'est là encore une fois un problème de ligne à franchir qui va nous faire passer du côté de la prestation de service au sens strict et plus au niveau de simplement de, si on reprend des notions anciennes de droit civil, on n'est plus dans le louage d'ouvrage. Le louage d'ouvrage, c'est le fait de donner en location un bien immeuble, et c'est ça je dirais l'essentiel de la prestation, c'est de donner en location un immeuble. Et lorsque en revanche j'ai une activité de location meublée dans laquelle ce n'est pas simplement le fait de mettre à disposition l'immeuble, mais finalement, c'est les prestations autour de cette mise à disposition de l'immeuble qui prennent le pas sur la mise à disposition de l'immeuble, que on passe dans un autre domaine et une autre qualification aussi qui peut avoir beaucoup d'importance aussi bien en matière d'imposition d'exploitation, d'imposition de la plus-value, mais aussi potentiellement sur des régimes IFI, sur des régimes du trail, pourquoi pas. Puisque là, finalement, lorsque j'ai des prestations de services accessoires, alors, et là, on va dire un mot après sur la para-hôtellerie, parce que l'administration fiscale, ne serait-ce que pour qualifier en matière d'imposition du résultat la location meublée, va se référer elle-même à la notion de para-hôtellerie, qui est une notion exclusivement de TVA au départ. Et finalement, la para-hôtellerie, c'est, au moins dans son grand principe, c'est le fait de rendre des prestations accessoires, mais qui sont pas si accessoires que ça, et qui permettent de considérer que finalement, cette location meublée est comparable à l'hôtellerie, d'où la notion et le terme de para-hôtellerie. Et donc, lorsque je ne me contente pas des fameuses 3 petites cuillères à la table basse, mais que, par exemple, je fournis le linge de maison, que j'accueille les locataires, que je fournis le petit déjeuner, que je fournis également un service de ménage et pas simplement à l'entrée ou à la fin, mais en fait, finalement, je me comporte quasiment ni plus ni moins que comme un hôtelier. Et donc, dans ces cas-là, on n'est plus forcément dans ce qu'on appelle la location meublée professionnelle ou non professionnelle, qui a des règles particulières. On est là finalement dans une activité de prestation de services de nature commerciale tout à fait classique. Et par exemple, l'une des différences dans ce cas-là, c'est que si je donne en location en faisant de la para-hôtellerie, eh bien, je n'aurai pas à appliquer le dispositif de l'article 39C, qui est un dispositif qui, normalement, peut limiter la déduction de l'amortissement et m'empêcher d'avoir un résultat fiscal déficitaire, ce qui ne sera pas le cas si je suis plus prestataire que loueur en meublé. Voilà. Ouais, finalement, on estime que l'immeuble devient une sorte d'outil de travail et que l'activité est pour le coup commerciale dans un sens un petit peu plus propre que simplement la fameuse table basse et les 3 petites cuillères. C'est toute la difficulté de cette activité, c'est que en fait, elle est à cheval entre la notion d'activité civile de location d'immeubles et à cheval sur l'activité commerciale. Et selon le degré de moyens utilisés pour exercer son activité, eh bien, je vais être dans telle ou telle catégorie fiscale et je vais être imposé selon des règles différentes. Donc, c'est vrai que ça commence à devenir un véritable maquis.
Et ce maquis, on le voit notamment avec, je pense qu'on peut en dire un mot, avec l'hétérogénéité des dispositifs d'abattement forfaitaire qui aujourd'hui peuvent s'appliquer. Aujourd'hui, selon les cas de figure, vous avez 5 ou 6 cas différents d'application de l'abattement pour les régimes dits micro, selon que vous êtes en location meublée non professionnelle, selon que vous êtes en touristique, et si vous êtes en touristique, est-ce que vous êtes classé ou pas classé? Si vous êtes classé, est-ce que vous êtes dans une zone tendue? Ça devient incroyablement compliqué. Et on a en tête d'ailleurs que c'est si compliqué que même les parlementaires se sont pris les pieds dans le tapis, puisque dans le cadre des débats, même si les débats, on le sait, étaient assez limités dans le cadre de la dernière loi de finances du fait du recours un peu systématique au 49.3, en fait, le Parlement a laissé, plutôt le gouvernement a laissé à tort et par erreur passer une modification qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation un peu ubuesque où on a la location meublée non professionnelle pour les immeubles non classés qui s'est retrouvée dans une configuration avec un texte qui a été voté contre ce que voulait le gouvernement, si bien que l'administration fiscale a publié une instruction pour dire que finalement, ils accepteraient de ne pas en tenir compte. Donc, situation incroyable où finalement, on a une doctrine administrative qui est clairement contre-allégale. Intéressant. J'allais dire, ça mène presque à l'introspection de toute cette complexité, ces régimes pour un actif qui est finalement relativement simple, même si on comprend le sorte de continuum qui existe entre la location purement foncière et puis arriver jusqu'à l'hôtellerie. On voit que maintenant il y a finalement toutes les marches de l'escalier pour y arriver. Quel avenir on peut donner à ces régimes? Alors j'imagine qu'on peut souhaiter peut-être un choc de simplification, mais je pense qu'un des régimes dont on parle le plus avec certaines réserves aujourd'hui, c'est le régime loueur meublé non professionnel. On en a touché 2 mots avec ce côté peut-être un petit peu agaçant pour certains de dire qu'on a le beurre et l'argent du beurre. Est-ce que c'est un régime sur lequel on peut baser nos planifications financières quand on acquiert un bien aujourd'hui? Non, je pense que c'est effectivement particulièrement compliqué parce que je pense qu'aujourd'hui, parier sur une stabilité à moyen long terme du régime de la LMNP, c'est pas prudent parce que il y a eu donc des débats compliqués déjà lors de la dernière loi de finances. Il y a une certes proposition, non pas projet de loi, hein, mais il y a une proposition aujourd'hui qui est en train d'être débattue au Parlement et qui vise non seulement à durcir les abattements pour régime micro-BIC, hein, clairement, et plutôt pour les rapprocher évidemment du régime du micro-foncier que autre chose, et qui vise probablement aussi à remettre d'une façon ou d'une autre en question le fait de ne pas avoir à reprendre l'amortissement lors de la plus-value cession. Donc il faut sans doute s'attendre à ce qu'il y ait des modifications. Mais après, on verra, parce que c'est un sujet qui est éminemment politique, donc plus que technique encore. Mais même si on met le sujet politique de côté, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est une cohérence finalement entre les différents régimes, les différents impôts qui peuvent s'appliquer. Sachant qu'en réalité, ce que l'on ne sait pas bien faire aujourd'hui, c'est d'arriver à identifier les vrais professionnels entre guillemets de ce type d'activité, je dirais des professionnels plus occasionnels, et c'est cette absence de cohérence et cette incapacité aujourd'hui à pouvoir identifier clairement je dirais les professionnels dont ce serait vraiment le métier et pas simplement une sorte d'aubaine fiscale, pour arriver finalement à réserver je dirais la fiscalité commerciale, parce que la fiscalité commerciale globalement est généralement plus attractive parce que on cherche évidemment à favoriser le développement de l'activité économique, donc de l'activité commerciale. Et en revanche, l'activité qui est que patrimoniale a pas forcément vocation, en tout cas de façon pérenne, à bénéficier d'avantages fiscaux probablement. Je nous arrête un instant pour vous remercier de nous écouter. Si vous aimez le podcast,
Rendez-vous sur le-family-office.fr pour vous abonner à notre newsletter. C'est le seul moyen d'être certain de ne louper aucun nouvel épisode. Merci pour les précisions sur ces régimes de location meublée. On a parlé déjà un petit peu de la para-hôtellerie, de ce régime qui initialement était dédié à la TVA et qui maintenant semble, on va dire, prendre peut-être un peu d'ampleur, et puis avec un petit peu de si ma mémoire est bonne, de contentieux au niveau européen sur la TVA. Moi, je suis pas hyper au clair là-dessus. Donc, quelles sont aujourd'hui les implications de la para-hôtellerie quand on arrive, est-ce qu'on peut dire qu'on bénéficie de ce régime ou alors qu'on en souffre? Alors, effectivement, on a beaucoup de contribuables qui cherchent à non seulement faire de la location meublée, mais aussi à faire de la para-hôtellerie. Pour quelle raison? En fait, parce que la para-hôtellerie fait que je vais devenir assujetti à la TVA. Il faut aussi rappeler que lorsque je donne en location un immeuble à usage d'habitation, le principe, c'est que je ne peux pas appliquer de TVA. Il n'y a pas de TVA par principe sur la location d'immeubles à usage d'habitation, que cette location soit nue ou meublée. Par exception, le Code général des impôts nous indique que la location de logements avec des prestations para-hôtelières est obligatoirement de plein droit assujetti à la TVA. Ce qui veut dire que celui qui va donner en location meublée avec des prestations de para-hôtellerie va devoir facturer de la TVA à ses clients. Donc ça veut dire qu'il va être plus cher. Et évidemment, par définition, il s'adresse à des gens qui ne récupèrent pas cette TVA. Donc ça pourrait être considéré comme étant pas forcément un avantage, mais bien souvent, notamment dans les montages, je dirais, de défiscalisation qui sont vendus par des promoteurs notamment, en fait, il est indiqué que le but pour leurs clients, c'est de pouvoir récupérer la TVA sur l'acquisition, souvent en VFA, de tel ou tel appartement, que ce soit à la mer ou à la montagne, par exemple. Et donc, du coup, l'enjeu de pouvoir rendre des prestations dites para-hôtelières, c'est de pouvoir récupérer la TVA sur l'acquisition de l'immeuble. Et donc là, il y a un véritable enjeu. Et effectivement, il y a beaucoup de débats parce que alors le premier débat, c'est que le premier sujet sensible, c'est que on a un certain nombre quand même de cas dans lesquels les prestations de para-hôtelières sont potentiellement discutables parce que on se demande dans quelle mesure elles sont, je dirais, effectivement rendues ou suffisamment rendues pour que l'administration fiscale ne remette pas en cause la réclamation par laquelle on demande le remboursement de la TVA sur l'acquisition, puisqu'on a, c'est vrai, ces fameux 4 critères sur lesquels on doit au moins remplir 3. Et c'est vrai que parfois, quand on va passer certains dossiers, on se dit c'est quand même relativement léger comme prestation. Est-ce que ça suffit à être considéré comme étant para-hôtelier? Est-ce que je vais vraiment récupérer ma TVA? Donc, on a toujours ce sujet-là. Mais finalement, on a aussi un autre sujet sensible qui a donné lieu à une modification par la loi de finances pour 2024 suite à une jurisprudence qui a considéré, une jurisprudence du Conseil d'État, que en l'état, nos règles sur la détermination de ce qui était para-hôtelier n'étaient pas conformes à la directive européenne en matière de TVA parce que, selon le Conseil d'État, finalement, nos critères ne permettaient pas suffisamment de déterminer les cas dans lesquels on était en concurrence avec des situations d'hôtellerie. Et puisque finalement, la raison pour laquelle je dois payer de la TVA lorsque je fais la para-hôtellerie, c'est parce que je suis en concurrence avec les hôteliers qui, eux, facturent de la TVA à leurs clients. Oui, donc si forcément on est à 20% moins cher que notre Voilà. concurrence, c'est un peu c'est déloyal. Ouais, alors même si c'est que 10%, puisque c'est 10% le taux D'accord. qui est effectivement appliqué, ça fait évidemment une vraie différence. Et donc le Conseil d'État a rendu une décision constatant que finalement nos critères n'était pas pertinent, et notamment parce que n'était pas suffisamment pris en considération le critère de la durée, puisque finalement on est en concurrence avec le secteur hôtelier, notamment parce que je donne en location pour des courtes durées, et donc c'est l'une des modifications apportées
par la loi de finances pour 2024, c'est de considérer que je suis notamment en situation de para-hôtellerie lorsque je rends ces fameuses 3 sur 4 prestations, mais également parce que je m'adresse à des gens qui sont là pour une courte durée, et la courte durée, c'est normalement 30 jours. Ah oui, donc c'est quand même une durée qui est relativement longue. Il suffit pas d'être le Airbnb à côté de la gare, louer une seule journée en mode appart-hôtel pour être dans le scope. Donc on comprend que c'est quand même un peu plus large que ça. On a déjà parlé donc des plus-values de cession dans le cadre du LMP, LMNP, et maintenant ce qui nous amène aux sujets peut-être les plus intéressants, l'IFI d'abord, parce que la location meublée, on a parlé de para-hôtellerie où on se dit c'est une vraie activité, et puis qu'on sait que les actifs qui sont affectés à notre activité ne sont pas dans le champ de l'IFI. Et donc là, comment on fait déjà pour savoir finalement comment sont nos biens, et puis quelles sont les voies à emprunter pour si on souhaite justement sortir du champ de l'IFI sans avoir de risque particulier. Alors, l'IFI est peut-être l'impôt le plus intéressant en matière de location meublée, notamment par rapport à ce que l'on disait il y a quelques minutes sur le fait que on avait parfois du mal à identifier les contribuables qui, entre guillemets, méritent d'être fiscalement soutenus, et ceux pour qui la location meublée n'est qu'une activité de gestion patrimoniale. Puisque le principe en matière d'IFI, c'est que la location meublée est considérée comme étant une activité de gestion de son propre patrimoine, et en tant que telle n'a pas vocation à être exonérée d'IFI. Donc le principe, c'est que si je suis loueur en meublé, eh bien en fait je suis tout simplement redevable de la TVA à raison de la valeur des actifs correspondants. Mais comme tout principe, il connaît des exceptions. Et l'exception en matière de location meublée, c'est l'exonération par le biais de l'outil professionnel, qui était une notion que l'on utilisait beaucoup en matière d'ISF, puisque en matière d'ISF, c'était la notion d'outil professionnel qui permettait à tous les chefs d'entreprise de ne pas payer de l'ISF à raison de la valeur de leur entreprise, évidemment sous réserve de respecter certaines conditions. Et la notion d'outil professionnel est devenue assez résiduelle en matière d'IFI, puisque en fait, en matière d'IFI, soit j'ai un immeuble qui n'est pas affecté à une activité opérationnelle, auquel cas il est taxable, mais s'il est affecté, en fait, quel que soit mon métier et mon activité professionnelle, il est exonéré. Et donc, par exception, il est prévu que si l'activité de location meublée peut être considéré comme étant mon outil professionnel, eh bien je serai exonéré d'IFI, et avec des critères qui seront différents selon que je suis entrepreneur individuel, selon que j'exerce mon activité à travers une société, et dans ce cas-là, il faudra encore distinguer selon que j'exerce via une société IR ou une société IS, parce que là encore les règles sont pas les mêmes, et c'est pas toujours très simple de s'y retrouver, d'autant que, et c'est le manque de cohérence que l'on pointait tout à l'heure, la notion de loueur professionnel en individuel au sens IFI n'est pas exactement la même que la notion de loueur meublé professionnel au sens BIC pour le résultat d'exploitation, et notamment ce qui a encore été récemment confirmé par une jurisprudence, c'est le fait que je ne peux pas être considéré comme loueur en meublé professionnel au sens IFI si à un moment donné j'ai un résultat fiscal déficitaire. Ce qui arrive malheureusement, ou heureusement, mais en tout cas malheureusement en matière d'IFI assez souvent, puisque l'un des critères pour pouvoir être considéré comme loueur meublé professionnel en matière d'IFI, c'est le fait que mes recettes nettes, et pas les recettes brutes, donc le résultat net tiré de mon activité de loueur meublé soit supérieur à mes autres revenus d'activité, traitement et salaire par exemple. Donc si une année, il se trouve que j'ai un déficit parce que j'ai engagé des travaux, que sais-je, eh bien dans ce cas-là, je ne pourrais pas être exonéré, alors même que pour autant ça peut réellement être mon activité professionnelle.
Ouais, donc là on voit une certaine complexité parce que être LMNP, être LMP ne suffit pas parce que les notions sont différentes. C'est toujours compliqué Exactement. quand les notions ont les mêmes noms et qu'elles sont différentes pour différents impôts. Donc je pense que c'est un rappel qui sera pas inutile pour pour les contribuables et puis les conseils qui vont nous écouter. Au sujet justement de cette distinction entre détention directe ou indirecte, société IR ou à l'IS, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Qu'est-ce qui est le plus avantageux pour moi, par exemple, si je détiens mes immeubles, que je suis loueur meublé presque professionnel? Alors, il est malheureusement, ou je dirais évidemment difficile de répondre de façon générale à cette question, puisque bien entendu, cela va dépendre d'un certain nombre de facteurs liés, je dirais, aux objectifs qui sont recherchés, puisque selon les cas de figure, on pourra avoir plutôt intérêt, par exemple, à être en IS si je peux bénéficier de l'outil professionnel plus facilement que parce que voilà, si par exemple j'ai des revenus de pension de retraite importants, eux ils vont être pris en compte en matière de loi en meublé professionnel dans le cas des BIC, mais pas pour l'IFI, etc. Donc en fait à chaque fois il faut faire un espèce de petit bilan. Ce qui est vrai, c'est que bien souvent, lorsque on a des clients qui veulent réellement structurer une activité de loueur en meublé, se pose la question de faut-il que je reste en individuel ou faut-il que j'exerce à travers une société, puisque finalement je peux souvent, et notamment avec des sociétés dites translucides, qui sont pas imposables à l'IS, bénéficier des mêmes avantages qu'une détention directe, que ce soit de la LMP ou LMNP selon le choix de chacun, tout en bénéficiant des avantages de la structure sociétaire. Donc, et notamment parmi ces avantages-là, il y a la question de la transmission, puisque si j'ai un immeuble en direct avec de la dette, je ne peux pas facilement, et en général la banque est pas très contente, donner ne serait-ce que la nue propriété à mes enfants. Je peux le faire, mais je vais le faire sur la base de la valeur de l'immeuble dans sa globalité, sans pouvoir tenir compte de la dette en face. Alors que si, par exemple, j'ai une structure sociétaire de type SARL de famille, par exemple, eh bien, dans ce cas-là, je pourrais finalement non seulement moi, je dirais, exploitant, bénéficier des avantages de la LMNP, par exemple, et tout en transmettant des titres en nue propriété à mes enfants sur une base, évidemment, de valorisation basse, puisque j'ai un immeuble endetté au départ qui va se désendetter au fur et à mesure. Donc, la structure sociétaire est pas exclue. Donc, en général, on passe un cap puisque ça concerne des dossiers un peu plus compliqués avec des enjeux un peu plus compliqués aussi. Mais c'est évidemment une vraie réflexion, la structure sociétaire. Je pense que la transition est toute trouvée parce que quand on pense société, on commence forcément à penser à des opérations alors peut-être d'un peu plus grande envergure, et puis on pense aussi à des sociétés plus opérationnelles qui peuvent bénéficier du Dutreil par exemple. On sait que c'est un sujet, la location meublée et le Dutreil, même plus qu'un sujet. Peut-être qu'on peut commencer par là avant de parler du report d'imposition qui forcément aussi intéresse. Est-ce que c'est peut-être un peu tarte à la crème de poser cette question-là, c'est un peu la honte aussi, mais est-ce que je peux bénéficier du Dutreil si je suis loueur meublé? Alors c'est une question qui a agité beaucoup de monde ces derniers mois, puisque on a en tête que la jurisprudence, notamment la Cour de cassation, a considéré que l'État, je dirais maintenant aujourd'hui antérieur du texte, n'excluait pas de principe la location meublée du dispositif du train, puisque avant donc la réforme qui est intervenue consécutivement avec une réaction attendue du législateur suite à cette jurisprudence, le texte visait les activités commerciales et la location meublée. Aujourd'hui, on le sait, c'est l'article 35.5 bis du CGI, considère que de façon générale, l'activité de location meublée est commerciale, indépendamment même de l'exercice habituel ou non de cette activité. Donc, consécutivement à ça, le législateur a réagi, ce qui était une surprise pour personne. Et donc, un peu comme pour l'IFI,
Le principe aujourd'hui qui est gravé dans le marbre, c'est que les activités de gestion de son propre patrimoine ne peuvent pas bénéficier de l'IFI, du dispositif du Trade, ce qui finalement a permis de légaliser la doctrine administrative, puisque le BOFIP, on le sait, considérait déjà que par nature l'activité location meublée était une activité de gestion de son propre patrimoine, et donc la loi de finances pour 2024 est venue quelque part légaliser la position de l'administration fiscale, ce qui en soi, encore une fois, n'est pas me semble-t-il choquant, puisque encore une fois, la location meublée, c'est une activité qui est entre l'activité patrimoniale et l'activité professionnelle, selon les modalités d'exercice de cette activité. Et c'est vrai qu'on peut aussi bien avoir le cas complètement topique d'une activité purement patrimoniale, comme on peut aussi avoir évidemment aujourd'hui des entrepreneurs qui se lancent dans cette activité avec des moyens matériels et humains qui n'ont strictement rien à envier avec une chaîne hôtelière par exemple. Donc c'est vraiment cette différence de moyens qu'il faudrait arriver à mieux je dirais délimiter, mais pour l'instant, c'est sûr que la position de l'administration fiscale et la réaction du législateur sont très claires. Le principe, c'est que il ne peut pas y avoir de dispositif du Trade sur la location meublée. Et il n'y a pas, comme en matière d'IFI, en tout cas de dispositif légal de rattrapage qui permettrait, sous certaines conditions, de considérer que, parce que ça serait un outil professionnel selon les mêmes notions que en matière d'IFI, que ça serait du trayable pour reprendre notre jargon. Donc, pour l'instant, la situation est assez fermée. Mais encore une fois, au cas par cas, on ne peut pas exclure que dans certains dossiers, on puisse défendre le fait que les modalités d'exercice d'une activité de location meublée, avec ou sans, mais plutôt avec de la prestation de para-hôtellerie notamment, devraient pouvoir être éligibles à ce fameux dispositif du Trade, puisque lorsque j'ai des salariés, que je rends des prestations de para-hôtelière, même au sens BIC, en fait, je ne suis plus réellement en location meublée, je suis en prestation de services classiques, ce qui devrait normalement permettre de défendre le dossier. Mais vu, je dirais, le contexte actuel, je pense que aucun professionnel aguerri ne se lancerait, se permettrait de valider sans un rescrit une éligibilité au Dutreil, parce que aujourd'hui, on a quand même en tête qu'il y a une certaine volonté de recentrer le dispositif du Trade sur ce pourquoi il a été fait, c'est-à-dire de favoriser la transmission d'entreprises familiales, et donc tout ce qui est de près ou de loin un peu patrimonial est exclu. Donc il faut vraiment avoir un dossier extrêmement solide pour montrer que on est dans une activité professionnelle sans aucune ambiguïté, pour pouvoir essayer de prétendre que la location meublée peut être éligible au dispositif du Trade. Bon, alors on est sur un point un petit peu pessimiste. On va voir si on peut se retrouver enfin, j'allais dire retrouver le sourire avec le report d'imposition, parce que ça peut aussi être une question qui se pose. Et c'est vrai que quand on apporte un immeuble où on ne génère pas forcément, on ne génère pas de liquidité, et donc le principe du report d'imposition, c'est de permettre de réaliser ces opérations sans payer d'impôts tout de suite, en le payant demain. Est-ce que c'est le cas aussi pour les immeubles, et en particulier pour la location meublée ? La question de l'éligibilité de la location meublée comme étant une activité éligible au remploi est là aussi une question qui est de principe plutôt fermée, puisque l'article 150.0 ter, lui aussi, vise certes les activités commerciales, mais à l'exclusion des activités, là aussi, de gestion de son propre patrimoine. Donc, le principe, qui est évidemment confirmé par la doctrine administrative, c'est que parmi les activités de gestion de son propre patrimoine figure notamment la location meublée. Donc, c'est pas très encourageant, hein, bien entendu. Pour autant, là encore, la question est de savoir s'il ne pourrait pas y avoir des cas dans lesquels une activité structurée de location meublée
pourraient être éligibles au remploi. Alors, à la différence peut-être du trade où il me semble qu'il serait pas illogique de raisonner par analogie avec l'IFI, avec la notion d'outil professionnel. En matière d'article 150.0 ter, je pense que c'est plus compliqué parce que le critère du caractère professionnel de l'investissement de remploi n'a jamais été prévu par le texte. Donc je pense que la seule façon, le cas échéant, d'arriver à soutenir qu'une activité de location meublée pourrait être éligible au remploi, c'est clairement sur l'idée de défendre une activité de para-hôtellerie. Donc c'est vraiment d'insister sur les prestations para-hôtelières qui permettraient dans le raisonnement de considérer que on passe d'une activité de gestion de son patrimoine à une activité commerciale classique, puisque voilà la notion de para-hôtellerie, c'est une activité de prestation de service, et voilà, donc ça pourrait être ça, mais là encore avec beaucoup de prudence. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour de la location meublée en passant même par des petites extensions qui n'étaient pas inutiles au regard de toutes les actualités qu'on a en ce moment. Un mot de la fin pour les auditeurs qui nous ont écoutés jusque-là. Je pense que le mot de la fin, c'est de vraiment bien réfléchir et c'est compliqué de réfléchir à toutes les conséquences d'une activité de location meublée, puisque encore une fois, selon les modalités d'exercice, on obéit à des règles qui sont très différentes. Et je me parle là que des règles fiscales, sachant qu'on a tous en tête que il y a d'autres contraintes que fiscales en matière de location meublée, puisque c'est une activité qui est de toute façon de plus en plus réglementée, encadrée, notamment au niveau des communes. Eh bien, merci beaucoup. Si vous avez trouvé cet épisode utile, je suis certain que vous aimerez beaucoup le prochain. Pour ne pas subir les algorithmes et être certain de ne pas louper les prochaines interviews des meilleurs professionnels de la gestion de fortune, inscrivez-vous à notre newsletter. Rendez-vous directement sur le-family-office.fr et entrez votre adresse email.